Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission hebdomadaire 100% marché. Je m'appelle Falco Wesemann et aujourd'hui dans le studio avec moi, il y a à ma gauche Gérard Ampo, le responsable des programmes à l'école de la Bourse. Bonjour Falco, bonjour à tous. Bonjour Gérard. Et à ma droite, j'ai Laurent Albi, le président de la FAD. Bonjour Falco, bonjour à tous. Bon, quels sont les thèmes aujourd'hui? On a la Fed, on a les taux, on a des rumeurs de ce diffusion, on a l'élection en Allemagne et Laurent va annoncer aussi le gagnant de notre jeu d'investisseurs. Mais on commence comme d'habitude avec notre première rubrique, le bilan de la semaine. Alors Gérard, que vont faire les taux? Une riche semaine pour les taux d'intérêt, mais aussi pour les marchés actions. On le verra tout à l'heure que la semaine passée, la réunion de la Fédérale Réserve n'a pas été une vaine réunion, puisque nous avons appris à la fois une sorte de calendrier des futures hausses de taux d'intérêt, j'y reviendrai tout à l'heure, mais surtout une nouveauté, non contente d'appuyer sur la pédale des freins de la hausse des taux et pour ralentir l'activité économique, la Fed a décidé de réduire son bilan. Entendons-nous bien, il s'agit pour la Fed tout simplement de ne pas réinvestir les tombées, les remboursements des obligations publiques ou privées qu'elle détient dans son bilan. Il n'empêche que immédiatement, les taux d'intérêt ont réagi. Cette moindre présence ou cette moindre pression amicale, bien entendu, de la Fédérale Réserve sur les marchés obligataires, sur l'ensemble de la courbe des taux, a fait que les anticipations de remontée des taux ont pris le pas sur le niveau de détente qu'on avait relativement jusque-là. Et donc, on nous annonce une normalisation de la politique, rien de tout à fait révolutionnaire, mais simplement l'idée, la réaffirmation de l'idée qu'une économie qui va mieux n'a pas besoin de plusieurs béquilles pour l'aider à avancer, et qu'en tout état de cause, eh bien, la normalisation de cette politique sera faite de manière graduelle, prudente, pour éviter un choc comme en 1994 et un krach obligataire. Voilà Falco. La Fed réaffirme que la normalisation de sa politique monétaire va se poursuivre prudemment. Merci beaucoup Gérard. Donc Laurent, quelle est la réaction de l'euro-dollar à ça en fait? Alors, cette réunion de la Réserve fédérale la semaine dernière a eu un effet, somme toute, bénéfique pour le dollar américain. Alors, attention, il n'y a pas eu de renversement important sur la devise américaine, mais c'est malgré tout un facteur de soutien et par conséquent, cela met de la pression baissière sur l'euro face au dollar. Alors l'euro, depuis le mois d'août, vous le voyez à l'écran, ne fait plus grand-chose. On a eu une très belle progression pendant toute la première partie de l'année et on est maintenant dans une phase de consolidation puisque vous le voyez, on est allé chercher à plusieurs reprises ce niveau. Je vais zoomer pour vous permettre de bien voir. Vous voyez, à 2 reprises, test de la résistance à 1,2070 et on voit bien que l'euro patine et qu'il a du mal à continuer donc sa tendance. On a un ADX qui est un indicateur du mouvement directionnel, de la force du mouvement directionnel qui est en baisse. Cela montre bien que la tendance est en train de s'amenuiser, la force de la tendance est en train de s'amenuiser. On a un DI- qui passe légèrement au-dessus de l'ADX et du DI+, autrement dit de la pression baissière qui est en train d'apparaître sur le chart. Alors cette pression baissière, elle rentre dans ce contexte de consolidation et c'est la raison pour laquelle un retour, vous le voyez, sur cette zone à 1,1680 ne peut plus être totalement exclu. C'est sur cette zone, qui est une zone de support, que l'euro pourrait à nouveau reprendre une tendance haussière et rebondir. En tout cas, pour le moment, on voit bien qu'avec l'apparition de ces bougies noires qui ont des corps importants, que les vendeurs sont à la manœuvre et par conséquent, on a choisi un produit pour accompagner cette toute petite baisse, il faut bien le préciser, on est dans un contexte de consolidation et dans ce contexte de consolidation, on a une petite pression baissière qui s'exerce et donc pour accompagner ce petit mouvement, on a choisi Falco un Turbo Infini Best Put de code Z773B.
Merci beaucoup Laurent. Avant que je vous présente ce produit, permettez-moi de vous dire la phrase classique que je dis à chaque émission. Donc, c'est que le produit que je vous présente, il présente un risque de perte en capital en cours de vie et aussi à l'échéance. Donc, Laurent vient de le dire, c'est un Turbo Infini Best Put sur l'euro-dollar, Z773B, qui est actuellement un levier de 33,33. Son prix d'exercice aussi, sa barrière désactivante, c'est de 1,2144 et son prix de vente ce matin, 31 centimes pour un euro-dollar à 1,1812. Et voilà, avec ce produit, on passe tout de suite à notre prochaine étape dans le bilan de la semaine avec Gérard. Alors, il y a des rumeurs. Quelles sont les rumeurs, Gérard? Riche semaine, non seulement pour le marché obligataire, mais pour le marché action, avec à la fois des rumeurs et des annonces de fusion. La première, qui aujourd'hui devrait être confirmée par les deux conseils d'administration qui doivent bien entendu voter sur cette opération, nous annonce la création d'un nouveau géant mondial de la construction de matériel ferroviaire et de signalétique par le mariage entre Alstom, réduit à sa division, donc là encore ferroviaire, et la partie ferroviaire de Siemens. L'opération devrait être une opération un peu particulière où Siemens apporterait finalement ses activités et serait rémunéré par une augmentation de capital, des actions nouvelles qui lui reviendraient, qui ferait de Siemens l'actionnaire majoritaire de la nouvelle entité. Bien entendu, c'est une fusion avec un certain nombre de risques. Le risque de l'autorisation ou non donnée par l'Union européenne qui considérera ou pas qu'on crée là un acteur qui serait peut-être trop puissant. Le risque au niveau des différents pays, des différents investisseurs de considérer qu'ils sont dilués dans l'opération. Mais il n'empêche que, je ne sais pas si on va vers un Airbus du ferroviaire, mais on va vers, en tous les cas, une opération de fusion, de rapprochement de deux entités qui sont assez complémentaires et qui créeraient un géant mondial. La deuxième rumeur concerne, comme c'est assez régulier, une grande banque européenne qui s'appelle Commerzbank et qui obéit finalement ici à la logique de la Banque Centrale Européenne qui souhaite que les banques de taille moyenne, petite mais aussi moyenne, se regroupent pour créer, sinon des géants, en tous les cas, des banques suffisamment, avec une taille suffisante et en tous les cas pas trop nombreuses pour que le régulateur n'ait pas trop de difficultés à les surveiller. Donc plusieurs prétendants à ce mariage, mais ce n'est pas la première fois qu'il y a des rumeurs autour de la Commerzbank. Attendons de voir la confirmation et peut-être pourquoi pas sommes-nous à l'aube d'une bataille boursière, mais wait and see, comme disent nos amis anglo-saxons. Quant à L'Oréal, j'y reviendrai tout à l'heure, le décès de la principale actionnaire rouvre toute une série de possibilités pour l'avenir de la société. Nous en parlerons. Bon, merci beaucoup Gérard. Donc avec tous ces rumeurs, qu'est-ce qui fait le DAX? Alors cette semaine, Falco, on a choisi le DAX. Par hasard. Par hasard. C'est vrai qu'on traite beaucoup le CAC 40 sur ce plateau, mais une fois n'est pas coutume, on a choisi cette semaine de s'intéresser au DAX. Alors très rapidement, on remet les choses dans leur contexte. Le DAX est dans une tendance haussière de long terme qui a démarré en février 2016. Dans ce contexte haussier de long terme, on voit une consolidation de moyen terme débuter au mois de juin. Dans cette consolidation de moyen terme, on voit un mouvement haussier de court terme démarrer à la fin du mois d'août. Et maintenant, depuis 15 jours, on est à nouveau dans une consolidation. Alors, on voit qu'on a effectivement des petites bougies qui sont apparues depuis 15 jours. Le contraste est fort avec le corps des bougies précédentes qui montrait un fort intérêt pour l'indice allemand. On a un ADX, vous voyez en bas, qui est en train de remonter doucement, c'est-à-dire qu'il y a une tendance qui émerge. On a un RSI qui est suracheté. Autrement dit, on a des indications comme quoi ce mouvement impulsif démarré au début du mois devrait continuer. Alors, on ne va pas forcément acheter l'indice allemand tout de suite, puisque vous le voyez, regardez, je zoome, on est au milieu d'un trading range entre un support
à 12 488 points et une résistance à 12 679 points. On voit que depuis le week-end, le résultat des élections allemandes, qui peuvent être considérées, selon, comme satisfaisantes ou un petit peu décevantes pour Angela Merkel, en tout cas, l'indice tient très bien. Il n'y a pas du tout de pression vendeuse qui apparaît pour le moment sur le marché. Autrement dit, on pourrait assister à une petite consolidation, une petite correction avec un retour sur 12 488 points. Et si c'était le cas, Falco, eh bien, ça nous fournirait une belle opportunité pour accompagner donc ce mouvement haussier démarré depuis un mois. Ce qui est important, c'est le stop. Vous le voyez, on a ouvert un gap haussier durant le mois de septembre. Ce gap ne doit en aucun cas être comblé pour conserver la nature impulsive du mouvement. C'est pour ça qu'on a choisi un turbo avec une barrière désactivante sous ce niveau à 12 316 points, une barrière désactivante à 12 300 points, ce qui nous met à l'abri parce que si effectivement l'indice retournait sur 12 300 points, alors là, on pourrait sérieusement remettre en question la tendance haussière de court terme et peut-être envisager une consolidation pour les prochaines semaines. Voilà Falco, le tableau actuel du DAX, donc un tableau plutôt positif, et on a donc choisi un turbo call de code ZR43B. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est le turbo call sur le DAX ZR43B qui a levier ce matin de 38,53, sa échéance de 15 décembre 2017, prix d'exercice et barrière désactivante à 12 300, son prix de vente 3,08 pour un DAX à 12 584,60. Voilà, on retourne dans le bilan de la semaine et on va se poser la question, qui a gagné en fait? Alors, mon cher Falco, qui a gagné en Allemagne? En tous les cas, c'est plutôt à toi de nous le dire, mais les observateurs français ont découvert avec surprise que Angela Merkel pouvait finalement être relativement fragilisée et le résultat de ces élections est difficile à interpréter et à lire. On redécouvre là que la société allemande est traversée, comme d'autres sociétés européennes, par des débats sur l'immigration, sur l'euro, sur les réformes qu'on doit plus ou moins faire rapidement au niveau de la zone européenne. Et donc aujourd'hui, Angela est à la recherche d'une nouvelle coalition. Il semblerait que son ancien allié, le SPD, ne soit pas trop d'accord pour recommencer un ménage à deux. Il a été beaucoup fragilisé et aujourd'hui, Angela Merkel se trouve finalement prise entre plusieurs possibilités d'association, de coalition relativement hétéroclites. On parle d'une coalition à la jamaïcaine, faisant ici référence à la couleur du drapeau de la Jamaïque, où on trouve un vert assez flashy. Donc les verts devraient trouver leur place dans cette coalition, mais on trouve aussi bien entendu la couleur des libéraux et puis la CSU-CDU qui bien entendu serait au centre de ce drapeau. Simplement, Angela Merkel nous a rappelé au cours du week-end avec une sorte de sourire en coin qu'elle allait prendre son temps pour négocier un bon accord et qu'à Noël on n'aurait peut-être pas forcément un gouvernement complètement formalisé, rappelant au passage que les cousins hollandais avaient voté au mois de mars et qu'ils n'étaient toujours pas dotés d'un gouvernement. Donc, wait and see, comme on dirait de l'autre côté du channel. Très bien, merci beaucoup. Et puis, je termine simplement sur le risque géopolitique qui est toujours présent, hein, on sait bien, entre certains dirigeants qui ont l'air de se croire dans une cour de récréation. Et donc, le retour de l'or, un peu comme un actif refuge, étonne ou détonne. C'est le cas de le dire. En tous les cas, je pense que Laurent va nous en entretenir. Super, merci beaucoup Gérard. Donc, on va regarder l'or avec Laurent. Absolument. Alors l'or qui a été alimenté par les déclarations du leader nord-coréen comme quoi les sanctions votées à l'ONU étaient une déclaration de guerre et le torchon brûle, en tout cas pour l'instant heureusement qu'avec des mots. En tout cas les investisseurs prennent un petit peu peur et par conséquent continuent de s'intéresser à l'or. Alors, ce qui est intéressant, c'est en fait la synchronisation entre la nouvelle et le graphique.
Regardez, on a un chart qui nous montre qu'après avoir mis un sommet en place de court terme à 1357 $ l'once, l'or a fait un repli et il s'est arrêté sur une zone extrêmement importante. Cette zone, c'est à la fois une ancienne zone de résistance qui devient une zone de support. Cette zone est renforcée par une moyenne mobile à 50 périodes qui passe juste sous les cours. Par ailleurs, on a effectivement aussi un niveau de retracement de Fibonacci à 38%. Et pour compléter le tableau, on a une stochastique qui vient de croiser à la hausse. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on est dans un mouvement haussier sur l'or depuis le mois de juillet, qu'une correction a eu lieu pendant la majeure partie du mois de septembre et qu'il y a de fortes chances pour que cette correction soit maintenant terminée et que la tendance reprenne sur ce point pivot à 1269 $. Je zoome un petit peu ici pour vous montrer la bougie, 1289 $, pardon, 70. La bougie d'hier est extrêmement importante. On voit que les cours ont ouvert un tout petit peu en dessous de 1300 $, qu'ils sont venus tester ce niveau de support à 1289,70 et que là, le marché a rebondi avec finalement une clôture très haute, autrement dit, un intérêt pour le métal qui se confirme à nouveau. Dans ce contexte de hausse, nous avons par conséquent choisi un Varan Call de code TJ40B. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un Varan Call sur l'or TJ40B qui a un levier ce matin de 18,80, une échéance de 15 décembre 2017, son prix d'exercice à 1350 et son prix de vente 20 centimes pour l'or à 1306,12. Voilà, avec cette Varan Call TJ40B, on finit notre première rubrique, le bilan de la semaine. On va tourner vers notre prochaine rubrique, les tops et les flops. Alors Gérard, quels sont les... non, pas les flops. D'abord, on commence avec les tops de la semaine, Gérard. Quels sont les tops? Soyons optimistes et remarquons, Falco, que les tops sont spectaculaires durant cette semaine. Soitec nous a habitués au palmarès d'excellence et une fois de plus, c'est le meilleur élève de la classe. Il a annoncé au cours de la semaine qu'il a sécurisé ses approvisionnements en passant un accord avec le deuxième fondeur mondial d'un certain nombre de matériaux. Et donc, pour la fabrication de ces semi-conducteurs, il est tranquille, il pourra à satiété fournir les fabricants de smartphones, je ne citerai pas de marque, fournir les constructeurs d'automobiles et donc il va poursuivre donc sa progression vers des résultats historiques semble-t-il cette année. Alstom, je ne reviens pas sur le feuilleton sur lequel on aura bien entendu, qu'on devra suivre au fur et à mesure de l'avancée de cette fusion annoncée. Airbus est un sommet historique. Donc là encore, l'industrie de l'aéronautique profite d'une tendance de fond qui dure depuis déjà quelques années, avec, on le verra tout à l'heure, une reprise aussi de tout ce qui est tourisme et transport aérien de tout genre en tout genre. Donc tout va bien pour Airbus. Eurofins Scientific est un spécialiste de tout ce qui est test et qui finalement montre qu'une société de taille moyenne européenne peut prendre le contrôle d'un de ses grands concurrents américains. Ce qui a été le cas de cette semaine, ce qui a été souligné par le marché qui considère que cette opération sera plutôt relutive. Arkema poursuit sa progression, on est là sur une valeur aussi de croissance. Quant à EDF, j'en parle assez régulièrement, c'est toujours le grand sujet industriel des pouvoirs publics aujourd'hui, le grand dossier qui demande un certain nombre de prises de décision et on a un peu le sentiment que le marché qui a beaucoup déprimé sur le titre EDF ces dernières années ne demande qu'à espérer. Merci beaucoup, Gérard. Oui, tu t'es pas fini? Non, j'avais fini. Oui, tout à fait sûr. Il faut me débrancher, là. Bon, on va débrancher Gérard, ou non, on ne fait pas ça. Et on va regarder Airbus avec Laurent, en fait. Oui, alors cette semaine, on regarde Airbus ensemble. Airbus est un titre qui est extrêmement fort.
Depuis novembre 2016, plus de 50% de progression, comme Gérard le soulignait, sommets historiques qui sont actuellement faits. On voit que le titre a consolidé pendant une bonne partie du printemps et de l'été et qu'on ressort par le haut de cette consolidation avec des bougies extrêmement puissantes. Alors moi, ce qui m'intéressait sur Airbus, c'est un ADX, vous le voyez ici, qui repart à la hausse, qui nous montre qu'on a potentiellement une continuation de la tendance qui est en train de s'affirmer et qui devrait emmener les cours beaucoup plus haut. On a un RSI qui est suracheté. C'est un signe de force quand il a été longtemps près de la zone des 40 points. On a un croisement de moyenne mobile, 10 et 40 périodes. On a un breakaway gap au-dessus de cette résistance. Autrement dit, beaucoup d'éléments qui nous font penser que Airbus est très bien positionné pour continuer d'ici la fin de l'année cette progression haussière. Alors pour autant, je n'ai pas de timing ce matin à vous proposer sur le titre. J'aimerais bien assister à un petit repli, idéalement pour rentrer. Alors le prix qui me plairait vraiment serait entre 75 et 76 euros. Malheureusement, quand on est dans une phase de momentum haussier aussi puissante, il est tout à fait possible de ne jamais retourner sur ce niveau. Donc c'est à vous de voir comment vous voulez opérer sur cette valeur. En ce qui me concerne, j'aime les replis, donc j'aime être prêt. Pardon ? Les soldes, voilà, toujours les soldes chez Laurent. J'aime les bonnes affaires, donc je vais pour le moment attendre un petit peu de voir s'il y a un retour sur 75-76. Si ce n'est pas le cas, alors on verra comment les cours évoluent et on essaiera de trouver un stop plus proche. En tout cas, pour le moment, ce matin, c'est la stratégie que je vous propose. Vous l'avez compris, de toutes les façons, on paye Airbus. Sur repli, c'est l'idéal. Sinon, éventuellement, rentrer tout de suite. Mais là, pour le coup, je trouve qu'on est un petit peu loin du stop loss. En tout cas, Falco, si on paye Airbus, on choisit le produit qui va avec, et en l'occurrence, c'est un turbo call infini de code ZT27B. Bah, merci beaucoup Laurent. Donc Gérard est tout à fait d'accord d'attendre un peu ce Airbus en fait. Donc ça ne décolle pas tout de suite. Ou peut-être oui, bon, on verra. C'est à vous de choisir, voilà, mais pas annulé. Et voilà, donc il s'agit d'un turbo call infini sur Airbus ZT27B qui a un levier de 7,86. Une barrière désactivante à 70,68 et son prix de vente ce matin c'est les 19 centimes pour Airbus à 77,761 ce matin. Donc on a fait les tops, c'est bon, et maintenant on fait les flops, non? Oui, passons aux flops si vous voulez, absolument. Ouais, oui. Suez, eh bien, il est bien difficile de convaincre les analystes financiers de la progression de son activité, de son chiffre d'affaires et de ses résultats lorsqu'il n'y a pas d'inflation, et lorsque donc on ne peut pas remonter finalement les prix au niveau des concessions. Qui plus est, lorsque comme Suez, on est en train d'acquérir la filiale eau de General Electric, forcément, les investisseurs considèrent avec prudence ce titre. ArcelorMittal est plutôt victime en ce moment de la moindre fringale des Chinois pour l'acier et de la baisse du prix des métaux industriels. Groupe Eurotunnel, on a quelques incertitudes en ce moment. Certains mois, l'activité progresse comme au mois d'août, au contraire se replie comme au mois de juillet. Et l'objectif de 2 millions de camions transportés vient d'être revu à moyen terme. Donc, bien entendu, on est toujours un peu dans l'expectative avec les conséquences éventuelles du Brexit. Clépierre, dans la mesure où il y a relativement peu de soldes en ce moment dans les galeries commerciales, Laurent n'étant pas sur les lieux, le titre et celui de son grand concurrent Unibail-Rodamco s'est beaucoup replié. Essilor, on a un vrai doute sur la faisabilité du mariage avec Luxottica. La Commission européenne a l'air de froncer les sourcils, donc attendons. ADP, eh bien, tout va bien chez ADP, simplement le titre est coiffé
parce que les pouvoirs publics, l'État devrait revendre une partie de ses actions. Et puis quant à Air France KLM, j'ai presque honte de l'avoir fait figurer dans cette partie flop, parce que finalement, avec plus de 150% de croissance, de hausse du cours depuis le début de l'année, en fait Air France KLM n'exploite pas des avions, mais des fusées. Merci beaucoup pour les flops, Gérard, donc pour les fusées aussi à la fin. Et on va regarder ArcelorMittal avec Laurent. Oui, alors ArcelorMittal qui fait partie des flops de la semaine et qui par conséquent s'est fortement replié ces derniers jours, avec justement ce retour sur une zone de support importante à 21 €. Alors vous le voyez, cette zone, elle avait déjà été testée au mois d'août. On est revenu dessus hier et on a une bougie qui nous montre qu'on a pour le moment un rebond qui se fait à la fois sur ce support qui est un niveau de 38% depuis la hausse du mois de juin, avec une moyenne mobile à 100 périodes qui vient effectivement elle aussi servir de soutien dynamique. Donc Arcelor était depuis la mi-juin dans une dynamique, vous le voyez, qui était haussière. Cette dynamique a évolué, elle devient neutre puisqu'on a maintenant une tendance plate avec un retour sur le dernier creux qui précède donc le dernier sommet du mouvement, un petit peu au-dessus de 23 €. Alors c'est vrai que techniquement c'est un petit peu fragile tout ça, on voit que la réaction pour le moment est jolie sur le support, mais il va falloir que les acheteurs nous montrent qu'ils sont véritablement motivés pour repropulser les cours, en tout cas dans un premier temps dans le milieu du range et puis éventuellement un peu plus haut sur le haut du range à 23 €. En tout cas, ce qui est intéressant sur le titre, c'est qu'on est tout près du stop. Autrement dit, on est sur un tout petit risque sur Arcelor et c'est la raison pour laquelle le graphique a retenu mon attention. On n'est plus dans une tendance, on est dans un trading range et on paye le support. Alors ce contexte technique nous fait penser par conséquent que ce rebond pourrait être actionné avec un Varan Call de code XK37B. Merci beaucoup Laurent. Donc il s'agit du Varan Call XK37B sur ArcelorMittal qui a ce matin un levier de 10,52, une échéance de 15 décembre 2017, prix d'exercice de 23,50 et un prix de vente de 28 centimes pour ArcelorMittal à 21,36. Voilà, c'était déjà les tops et flops de la semaine. On va passer maintenant à l'annonce en fait de gagnants de notre jeu, de l'investisseur de la semaine. Vous savez très bien que chaque semaine, chaque mardi, vous pouvez choisir le produit qui est selon vous sera le meilleur produit pour la semaine, parce qu'on va regarder entre le mardi soir et les lundis soirs suivant la performance de ce produit-là. On va faire notre calcul et comparer avec tous les autres qui choisissent aussi un produit. Et vous pouvez gagner cette jolie tasse que vous voyez sur l'écran. Donc il y a déjà plein qui ont cette tasse chez eux à la maison pour boire un café ou un thé ou tout ce que vous voulez dedans. Et cette année, on a quelqu'un cette semaine, on a qui a gagné en fait, Laurent? Alors, cette semaine, c'est Nicolas qui est dans la Loire, qui a gagné le titre de meilleur trader sur produits de bourse BNP avec un Turbo Call ZT12B. Alors on va expliquer très rapidement ce qu'il a fait Nicolas. Il ne s'est pas cassé la tête Nicolas. Il a vu une tendance haussière extrêmement forte. Alors je vous ai mis une moyenne mobile exponentielle à 10 périodes pour vous montrer que quand on est dans un mouvement qui est très fort, elle est immédiatement sous les prix. Nicolas l'a bien vu. Regardez, quand on était en conso, elle était au milieu des cours. Dès qu'on est en tendance, elle passe sous les cours. Il est rentré sous la résistance, Nicolas. Il a du courage et il a eu raison. Ça paye. Il a tout d'un grand Nicolas. Pardon ? Il a tout d'un grand Nicolas. Pas le petit Nicolas, c'est le grand Nicolas. Effectivement. Donc Nicolas, il a payé sous la résistance, je disais, et donc il a eu raison puisque le CAC a franchi ce niveau. Et alors qu'il a pris à peu près 1,5%, eh bien figurez-vous que le turbo, lui, a pris 53,7%. Autrement dit, bravo, parce que Nicolas, il a bien choisi son turbo call, ce qui n'est pas rien. Et puis par ailleurs, c'est un momentum trader, c'est-à-dire que c'est un trader qui accompagne les mouvements. Il ne cherche pas forcément un stop proche, mais il joue la continuation haussière. Et c'était bien joué, donc vous avez bien mérité votre tasse, Nicolas.
Donc bravo Nicolas, vous allez bientôt recevoir cette jolie tasse chez vous avec la poste. Donc on passe à notre prochaine rubrique, le focus. Alors Gérard, aujourd'hui un focus sur L'Oréal en fait. Oui, après la tendance trader, la tendance Spieler, que vont devenir les actions L'Oréal? Alors on sait que depuis de nombreuses années, il y a un accord qui lie la société Nestlé à la famille Bettencourt, la famille fondatrice. Les seconds détiennent 23%, Nestlé, et 33% pour la famille fondatrice. Cet accord, il prend fin 6 mois après le décès de Liliane Bettencourt. Donc le jeu est très ouvert. Nestlé peut, à l'issue de ce délai de 6 mois, je crois, monter au capital. Et aujourd'hui, L'Oréal représente à peu près 10% des résultats de Nestlé. Soit partir, comme l'incite à le faire Third Point et un certain nombre d'autres fonds activistes qui souhaitent que Nestlé se recentre sur ses métiers de base. En cas de sortie de L'Oréal, du capital de L'Oréal, de la société Nestlé, la société L'Oréal a elle-même la possibilité de racheter les actions, ne serait-ce qu'en monétisant sa participation à hauteur de 9% dans Sanofi. J'espère que vous me suivez tous. Ce qui lui permettrait effectivement de récupérer, d'acheter la quasi-totalité des actions éventuellement revendues par Nestlé. Donc on n'en est pas là, beaucoup d'incertitudes, une capitalisation boursière de 100 milliards d'euros, donc qui est tout à fait impressionnante, et une cathédrale française, L'Oréal, comme Danone l'a été à un moment donné. Voilà donc pour ce premier focus. Il sera suivi d'un deuxième focus sur la Fédérale Réserve en 5 points. Mais alors, je vais parler de la Fédérale Réserve, mais on pourrait parler de la Banque Centrale Européenne. Hein, dans la mesure où l'économie va mieux, début de réduction du bilan de la Fed dès le mois d'octobre. Annonce faite au marché de plusieurs relèvements de taux. Le calendrier est même précisé fort à l'avance. Comme ça, il n'y aura pas de surprise. On rappelle que finalement, une banque centrale comme la Fed a 2 grands outils. L'outil pour le quotidien, c'est la hausse ou la baisse des taux. Et puis, l'outil en cas de grandes difficultés, c'est le quantitative easing, hein, le fait que la banque centrale gonfle son bilan. À long terme, quelques inquiétudes quand même sur la capacité de l'activité économique américaine ou ses capacités à améliorer sa productivité avec des problèmes de démographie qui sous-tendent tout cela. Donc, je viens de parler des États-Unis, mais je pourrais parler de la zone euro et je pense qu'avec un décalage de quelques mois, la Banque Centrale Européenne pourrait nous tenir le même discours. Falco. Merci beaucoup Gérard pour ce focus et on va passer tout de suite à notre prochaine rubrique à ne pas manquer. Alors Gérard, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer? Eh bien, la semaine prochaine, au niveau des banques centrales, les discours de service après-vente des membres de la Fédérale Réserve qui vont préciser leurs pensées. Au niveau des statistiques, aux États-Unis, on devrait avoir, suite donc aux événements climatiques terribles qu'ont connus les États-Unis, un coup de mou sur l'indice de confiance du Michigan et peut-être sur un certain nombre d'indicateurs. La zone euro, la confiance des consommateurs, le climat des affaires sont au rendez-vous, donc une semaine riche en statistiques, tout comme en Allemagne, avec l'IFO, et puis là encore, les ventes de détail. Et puis la Chine nous révélera à nouveau si elle est au même niveau de croissance économique sur lequel on l'attend, ou si elle est en train de décélérer. Quant au risque politique, on en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas insister là-dessus, mais on rappellera qu'après le front italien, le front français, le front allemand, demain on aura le front espagnol ou catalan. Et donc le feuilleton continue au niveau mondial aussi, avec bien entendu les zones de tension qu'on a bien repérées, par exemple entre la Corée du Nord et les États-Unis. Le risque politique n'est pas à négliger. Merci beaucoup Gérard pour les quasiment derniers mots de cette émission. On est déjà à la fin de notre émission et il me reste de vous donner rendez-vous pour cette semaine, le 28 septembre, jeudi à 18 h pour le webinaire Revue technique des marchés avec Laurent Albi, aussi présent ici aujourd'hui. Et évidemment, mardi prochain, le 3 octobre à midi, notre prochaine émission 100% marché ici dans le studio.
Donc je dis merci pour aujourd'hui d'avoir été avec nous. Merci à Gérard pour toutes les informations. Merci à Laurent pour toutes les analyses. Et merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. À bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.